Hola cher enthousiaste. Aujourd'hui, au micro de Et si on kiffait, je reçois Laurie Conti, un ami et collègue que j'ai rencontré pendant mes études de kiné et avec qui on a traversé des moments de kiff, mais aussi de questionnement existentiel. Sa capacité à s'adapter et à s'épanouir malgré les injonctions sociales m'inspire énormément et je suis sûre que son récit t'aidera à surpasser les barrières qui t'empêchent de vivre ta carrière, tes passions et la sexualité dont tu rêves. Bienvenue Laurie, et pour commencer, comment aimerais-tu te présenter? Ah, oui, bonne question. Ben moi, du coup, Laurie, maintenant, je pense qu'on peut dire ami très solide de Nadège, parce que tu es une personne très importante pour moi. On s'est connus maintenant aux études de kiné. Et maintenant, je suis kiné. Je suis aussi coiffeur depuis un an par un CAP que j'ai passé à côté par Pur Kiff. Je pense que je suis aussi un sportif. Qui a besoin de ça et qui aime bien profiter de la vie pleinement. Voilà. Trop bien. Et si je devais te poser une question pour apprendre à mieux te connaître, à connecter vraiment profondément avec toi, qu'est-ce que ce serait? Hmm, euh, je pense que je suis quelqu'un qui a mis du temps à se trouver. Donc maintenant, je suis quelqu'un de profondément authentique et enfin, que je veux être authentique en tout cas avec moi-même et je cherche à ce que aussi les relations que j'ai avec les gens, avec mon entourage, avec mon milieu professionnel, il y a une certaine comme ça authenticité bienveillante autour de moi. Voilà, je pense que Mhm. voilà, je veux être aligné, quelqu'un d'aligné. Ok, J'essaye, en tout cas. trop bien. Ok, ok. Du coup, c'est pas vraiment une question, mais en tout cas, la réponse, c'est que t'as envie d'être authentique. Ça Ouais, roule. voilà. Hmm. Et c'est quoi pour toi une vie kiffante dans ton référentiel? Une vie kiffante, je pense, c'est une ligne, enfin, une vie qui se rapproche essentiellement des valeurs qu'on peut avoir. Mhm. Même si elles sont pas toujours faciles à trouver. En premier lieu, c'est des valeurs, oui, solides. Je pense qu'au début, on a des valeurs qui sont assez illusoires qu'on peut avoir en premier lieu, données aussi par notre contexte familial, par le contexte social aussi. Et plus on avance dans la vie, on commence à déconstruire certaines petites choses et on a des plus grandes valeurs qui commencent à s'afficher à la lumière. Et du coup, je pense que c'est essayer déjà peut-être de les trouver ou d'avoir une première idée de ces valeurs et puis après de s'en rapprocher un petit peu. Pas forcément y aller brusquement, mais commencer à s'aligner tranquillement avec ces valeurs. Mhm. Et toi, est-ce que tu kiffes du coup ta vie actuellement? Mhm. Si je kiffe actuellement ma vie? Ouais. Ouais, ouais, non, là maintenant, ça y est, je peux commencer à dire, ouais, je pense que je peux mettre le terme kiff. Ouais, Et depuis ouais, combien de ouais. temps, du coup, là, tu disais que tu commences à peut-être pouvoir le dire? Euh, je dirais 4 5 ans. Ok. 4 5 ans. 4 5 ans, c'est à peu près le moment où bah, j'ai commencé aussi à assumer ma sexualité. Mais enfin, c'est pas juste faire un coming out, tu l'assumes, tu sors du placard, mais après, il y a tout un état où il faut commencer à laisser infuser les choses et complètement être à 1000% aligné parce que c'est pas OK, je suis comme ça, tout va bien. Il y a tout un état après où il faut commencer à redescendre un petit peu de cette annonce et que les gens aussi autour de toi fassent ce changement-là. Mais je pense que oui, c'est depuis que je me suis assumé pleinement par rapport à ma sexualité. Ok. Et quels ont été les moments charnières de ta vie dans ce chemin du kiff? Alors là, tu parles du coup de ce moment précis de coming out Mhm. et surtout d'assumer ça, mais est-ce qu'il y a eu d'autres moments dans ta vie? Ouais, clairement. Je pense que le premier, ça a été les réussites scolaires aussi. Mhm. Je pense que c'est parce que tu es content aussi de rendre fiers les gens autour de toi. Donc là, c'est encore extrinsèque, mais Mhm. c'est déjà une fierté. Et après, ma première réussite intrinsèque pour moi, c'est encore sur le parcours pro, mais c'est la réussite de la première année de médecine. Ça a été parce qu'il y a eu pour le coup un énorme échec à la base parce que je l'ai fait en 2 fois. Mhm. J'ai appris à travailler à ce moment-là. Je pense que j'ai appris aussi à me formater. J'ai appris la frustration. J'ai appris à digérer tout ça pour à la fin être un warrior et un vrai ninja sur la deuxième tentative où du coup mais je me sentais vraiment, je savais ce que je voulais, l'objectif était tracé devant moi. Et quand tu as la réussite, en fin de compte, là, c'est une grande fierté parce que finalement, il n'y a que toi qui a réussi et qui a mis en place ces étapes. Donc, il y a celle-ci. Et après, la deuxième réussite, je pense que, enfin, la troisième, du coup, troisième étape, bah, là, ce serait ma sexualité, comme on a dit. Ok. Est-ce qu'il y a des gens dont la vie t'inspire, tu as des sortes de mentors?
que ce soit pour le sport, l'orientation sexuelle, enfin peu importe. Hmm, ouais, bah, alors, j'en ai. Là, la première chose qui me vient, c'est par rapport à l'orientation sexuelle, mais là, en ce moment, depuis quelques années, j'ai beaucoup regardé l'émission aussi Drag Race, et j'aime beaucoup aussi certaines figures drag queen qui ont été par l'art, je trouve, elles arrivent aussi à donner des messages assez profonds. Surtout là, les dernières versions françaises, je trouve qu'il y a vraiment ça derrière parce qu'on est sur un pays où il y a encore besoin de tolérance et d'ouverture. Et du coup, en ce moment, c'est pas des mentors, mais c'est des gens qui m'inspirent un petit peu parce que c'est par l'art, euh, elles arrivent à switcher complètement les choses et puis dire gentiment aux gens, ben, essayez de vous ouvrir un petit peu quand même. Voilà. Ouais. Ok, trop Donc bien. il y a des drag queens et il y a aussi là en ce moment vu que je fais beaucoup de running et j'ai des objectifs de semi-marathon, j'écoute des récits par exemple de Mathieu Blanchard qui à la base n'était pas du tout forcément un coureur et puis d'un coup il a décidé de switcher. Enfin je trouve ça incroyable ces changements comme ça d'un coup par motivation on arrive à faire des choses incroyables et ça c'est très inspirant pour moi. Où, par notre envie intrinsèque on arrive à faire des choses incroyables. Ok, trop bien. Mm. Est-ce que tu as d'autres personnes qui t'inspirent? Ouais, alors après, c'est pas des gens forcément que j'ai déjà entendu parler en direct, mais c'est aussi des livres. J'ai beaucoup lu, j'aime beaucoup certains philosophes comme Charles Pépin. Je sais pas Hmm, si tu vois. carrément. Il y a un livre qui me fait vraiment du bien et je pense que je lis 2 fois par an, c'est Les Vertus de l'échec. Dans des moments, je pense, où c'est un peu plus tendu, où t'es un peu perdu, où c'est dans le brouillard, je trouve que ça fait du bien de se dire que finalement, c'est dans ces moments-là qu'on arrive à trouver, à épuiser des ressources assez incroyables pour rebondir. Voilà. Trop bien. Lui, par exemple. Merci pour ces ressources. Mm. J'aimerais bien qu'on aille un tout petit peu plus profondément dans tes domaines de vie, tu vois, de manière un peu plus segmentée. Et du coup, est-ce que tu pourrais me noter de 0 à 5, donc sachant que 0 c'est le minimum et 5 le max, à combien tu kiffes déjà ton corps? Oh, waouh! Mon corps, je pense, c'est un peu plus complet. Je dirais Ouais. 3 sur 5. Et comment tu pourrais faire, ou pourquoi 3 et comment tu pourrais faire pour aller plus haut? Pourquoi 3? Parce que je pense que je souffre encore de cette image masculine du corps musclé. Je pense qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Je trouve que j'essaye un petit peu de m'en séparer, mais quand tu es sur les réseaux sociaux, l'algorithme, il a vite fait de te montrer les choses que tu vas essayer de vouloir te rapprocher. Enfin, voilà. Donc, je pense que c'est pour ça que je suis encore à 3 sur 5. Donc là, j'apprends on va dire, sur ces derniers mois, sur ces dernières années aussi à, à m'aimer simplement sans vouloir forcément atteindre un objectif avant de vouloir s'aimer. Et d'ailleurs, c'est à partir de ces moments-là, quand j'ai commencé à m'accepter un peu par moi-même, que j'ai réussi à prendre un peu de poids aussi dans une prise de masse. Donc, je sentais qu'avant, il y avait un peu des freins qui se faisaient, mais c'est parce qu'il fallait déjà aimer la base pour construire autre chose dessus. C'est un peu comme une pyramide pour moi. Et pour comment arriver à 4-5, je pense que faut laisser du temps. Le temps va faire les choses parce que là, je t'aurais pas dit 3 il y a encore un an. Donc Ok, c'est en voie et c'est juste digérer et puis le processus est en cours. ok, trop bien. Voilà. Et à combien tu kiffes ta santé physique et mentale? Hmm. Alors santé physique, par contre, là je peux mettre un 5 sur 5, je pense. Trop bien. Parce que dans les moments, même si je peux avoir de la douleur, sachant qu'en plus, par mon métier, je la côtoie aussi chez les autres, j'ai l'impression que j'ai des bonnes ressources quand je souffre. Je vais mobiliser des choses où j'arrive tout de suite à me dire, allez, ça va aller, où je vais essayer de construire des choses pour aller vers le mieux. Et là, pour le coup, par le running aussi, que je fais maintenant régulièrement depuis quelques semaines, par exemple, je suis pas tombé malade de l'hiver. Donc là, c'est très à court terme, mais physiquement, je me sens, j'ai l'impression que j'ai la conviction que mon corps me suit bien. Au niveau de la santé mentale, je dirais plus 3 sur 5 aussi, parce que j'apprends à gérer ce petit hamster qui tourne dans cette roue continue. Maintenant que je commence à connaître, avant je voulais arrêter la roue, mais maintenant je ne veux pas non plus la freiner. J'apprends à rouler avec et l'entretenir, mais sans pour autant qu'elle s'emballe. Mais c'est aussi en voie
d'amélioration. Donc Hmm. voilà. Et est-ce que tu as mis en place des choses particulières pour cette amélioration, justement, pour tendre vers le 5? Pour la santé mentale, Mhm. ouais. Alors, bah, déjà, j'essaie de m'éloigner de mon téléphone. J'avais entendu dans un ancien de tes podcasts justement que tu essayais de t'éloigner de ton téléphone dans ta chambre. Mhm. Et bah, ça, pour le coup, moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place après une formation kiné. J'ai fait une formation d'entretien motivationnel et j'ai eu un gros déclic où je me suis dit, ce téléphone, finalement, il m'apporte beaucoup, mais il m'empoisonne aussi beaucoup. Donc, par exemple, le soir, ben, à partir de 23 heures, je recharge mon téléphone maintenant dans ma cuisine. Je lui ai trouvé un lieu, c'est un peu le totem, le lieu totem du téléphone. Je sais que je dois le poser ici et je me suis acheté pour le coup un beau petit réveil en forme de nuage dans ma chambre et je réserve la chambre à la lecture et à ce moment un peu d'introspection avant le dodo. Et du coup, ça me calme déjà en fin de journée et j'ai l'impression que le début de journée se passe beaucoup mieux ensuite. Je pars sur de meilleures bases. Parce que j'ai besoin d'avoir une bonne nuit où le mental y repose. Si je sais que j'ai une nuit où c'est un peu cogité, parce que j'ai l'impression que j'ai une deuxième vie des fois, la nuit, je sais que la journée qui suit, elle va pas forcément être idéale. Donc c'est gérer mon sommeil, beaucoup gérer le sommeil, les dernières heures de ce que je fais. Et sinon, dans la journée, j'essaye beaucoup, quand j'ai beaucoup de tâches qui s'embouteillent dans mon mental, maintenant je me rends compte. Je pense que la première étape, c'est se rendre compte qu'on est envahi par plein de choses qui tournent en rond, comme des petits ballons qui viennent éclater continuellement. Donc là, je dis OK, je prends une feuille et je les note tous à la suite, même s'ils ne sont pas triés. Parce que j'ai l'impression que de trier les choses, des fois, ça peut être un peu paralysant pour les gens et il faut juste laisser sortir comme ça sort. Et après, peut-être qu'on fera une organisation. Euh, Quelles sont les tâches les plus importantes? Je crois qu'il y a une matrice d'ailleurs qui existe que j'utilise, mais je sais même plus son nom. Où, Mhm. C'est il y Eisenhower. a... Ah, c'est ça. Voilà. Et ben ça, je m'en sers à ma manière. Et pour le coup, ça me permet un petit peu de couper un peu ces processus où ça s'emballe un peu trop vite. Ok, trop Voilà. cool. Et à combien tu kiffes ta vie amoureuse et intime? Ah, là, je suis à 4 sur 5. Ouais, ouais. Ok. Parce que je dirais. Pourquoi 4? Parce qu'en fait, ça fait déjà de nombreuses années qu'on est ensemble. Maintenant, on a réussi à construire quelque chose d'incroyable et on a eu la chance d'avoir aussi des familles qui nous ont acceptés dans notre couple. Les débuts, c'est normal, ont été perturbants, mais par contre, on a réussi maintenant à avoir un climat vraiment, c'est une bulle bienveillante. Et puis, ce qu'on a créé les deux, on se comprend tellement. Enfin, je trouve que la communication a été un des gros piliers et ça nous permet de passer des étapes qui pourraient être moins confortables, comme dans tout couple. Mais c'est vraiment la communication que j'adore et ma vie intime aussi, parce que je me suis enfin aligné aussi avec ce que je désirais. Et finalement, je m'en rendais pas compte avant que c'est pas trop ce qui me faisait vibrer en tant que tel. Mhm. Ouais. Et qu'est-ce qui te manquerait pour arriver à 5 du coup? Je pense que c'est même extrinsèque à notre couple. C'est pour le coup déjà être complètement à 100% tolérant et en accord avec ma sexualité. C'est ce que je disais avant, même Mhm. si c'est bien, c'est pas tout à fait encore le cas. Par exemple, en public, je me retrouve encore dans des situations un peu de vigilance où bah, je vais pas m'autoriser un câlin ou une caresse et je sais que ma manière de réagir, ça va être de me mettre un peu en distance ou de rigoler, de jouer sur le ton de l'humour, mais ça me permet pas d'être sur un lâcher prise encore à 100%. Et Ok. ça, pour le coup, j'ai aussi eu la chance, enfin je sais pas si on peut appeler ça une chance, mais j'ai connu avant une vie en couple hétérosexuel, et ça, pour le coup, c'était une pression que j'avais pas forcément. Alors j'étais pas forcément aligné sur d'autres choses, peut-être, mais par contre, j'avais pas cette pression-là. Donc je me sens encore pas en roue libre à 1000%, Ok. on va dire. Voilà. Mhm. Et au niveau de tes relations familiales, tu te noterais comment? Familial, je peux mettre 4 sur 5. Ouais, 3,5. Allez, 3,5. 3,5. Pourquoi? Ouais, on va faire du moitié. Bah parce qu'en fait, c'est assez. La vie familiale, je trouve que j'ai l'impression qu'on avance dans notre vie d'adulte où il y a plein de réflexes qu'on prend, on déconstruit des choses, mais dès qu'on retourne un peu dans la vie familiale, eh ben, on retrouve des sources et des racines
c'est pas forcément toujours de souffrance, mais c'est des moments où on était une autre personne, pas forcément avec ses réflexes de discussion, de communication. Et il y a encore des moments où j'ai l'impression que je me téléporte dans des comportements que je faisais avant il y a quelques années, et du coup je le sens, mais en même temps, il faut bien que tu négocies les choses comme elles arrivent. Et en même temps, je sais aussi que j'ai une famille qui est solide. Enfin, on est proche. Moi, j'ai une maman qui est aussi fille unique. Moi, je suis fils unique, donc je suis assez proche de mes parents. On a quelque chose qui est solide, même si à un moment il y a des frictions. Ça tiendra toujours, mais je pense que je viens d'un milieu aussi assez rural. Et finalement, la discussion des émotions, des sentiments, c'est encore quelque chose qui est dur, je pense, pour tout le monde. Et je me rends compte même moi-même que c'est facile avec des gens que j'ai rencontrés plus tard, et avec la famille, c'est encore assez complexe. Donc, Hmm. il y a de l'évolution encore là-dessus, mais je pense que avec le temps, ça va peut-être se libérer aussi. Yes, ok. Ce que j'entends du coup, c'est que tu retournes dans des petits schémas d'avant qui sont pas Ouais. forcément ouf et que tu aimerais travailler ça. Est-ce que tu aimerais nous raconter ben, comment tu as réussi du coup à amener ce sujet sur la table, vu que, comme tu le précises, tu viens d'un milieu rural et je pense que c'est important pour en parler parce que c'est vrai que c'est pas les mêmes réalités quand tu es à Paname dans un milieu où somme toute c'est assez Mhm. courant potentiellement. Voilà, est-ce que tu as envie de nous raconter un peu ça? Ouais. Et ben en fait, comment ça s'est passé, c'est que bon, moi j'étais en couple depuis de nombreuses années, depuis le lycée avec une fille, et je pense que j'étais heureux parce qu'en fait je connaissais que ça. Mhm. J'avais pas. C'est comme si je vivais. Maintenant je dis quand les gens me demandent comment mon parcours, comment ça s'est passé, bah, je leur dis bah je vivais peut-être avec 15% de mon cerveau. Donc je connaissais qu'une partie de moi. Donc sur ces 15% là, je pouvais aimer, prendre du plaisir. Mais en fait, quand j'ai commencé à m'éloigner de mon village de campagne, j'ai connu du coup Besançon, qui était pour moi déjà une énorme ville. Alors que maintenant, bon, bah, en vivant à Lyon, c'est un peu différent. Mais en arrivant à Besançon, j'ai connu un autre univers, et je me suis senti vraiment en mode découverte. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, je pense que je suis arrivé déjà à 50-60%. Et là, en ayant accès à toutes ces zones d'ombre qui étaient là, ça y est, l'angoisse est arrivée, et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je reconnais plus forcément mon corps, je reconnais plus mes pensées, je reconnais plus ce que je regarde. Et en même temps, donc c'était passer la semaine comme ça et rentrer les week-ends et revenir dans les 15% d'avant. Donc ça dure quelques mois, quelques années, et à un moment, ça s'écarte trop. Et à un moment, j'étais complètement perdu, donc j'ai décidé de rompre euh, du coup avec la première personne avec qui j'étais. Et là, ça a été un an de profond, je sais pas comment on peut dire, néant. Ouais, c'était le néant, parce que du coup, je savais pas quoi faire. En plus, vu que ça faisait des années que j'étais en couple, j'avais construit tout un milieu social et amical où on visualisait déjà, quand on me disait, ah, bah, quand tu auras des enfants, enfin, c'était, au final, avec le recul, je me rends compte qu'on projetait ma vie, et c'était pas moi qui décidais de ma vie. Donc, profond néant, et j'ai eu le besoin. Et c'est comme ça que je pense que j'ai commencé à me réaligner. C'est par notre métier, du coup, on a des stages aussi un peu plus éloignés. Et c'est en m'éloignant par la distance, en essayant de me recréer et en m'éloignant de ce cosmos que j'avais fait déjà dans le milieu rural, que j'ai commencé à comprendre ce que je désirais vraiment. Et on revient avec ce que je disais au début, avec les valeurs. Et c'est là où j'ai eu une première valeur, où je me suis dit, bah, finalement, les hommes que tu regardes dans la rue et que tu pensais peut-être t'inspirer, c'est peut-être, enfin, finalement, tu es attiré par eux. Et là, déjà, de juste accepter ça, ça m'aide moi. Hmm. Ce que je dis, donc, et de pouvoir le dire, de pouvoir le verbaliser, ça m'aide moi. Et après, bah, de fil en aiguille, on se rend compte qu'on est complètement dissocié. Moi, je me sentais scindé dans mon cerveau, c'est-à-dire que je fonctionnais, je parlais avec des gens de mon entourage avec un mode comme avant, et dans ma tête, je sentais complètement autrement les choses. Et jusqu'à une soirée fatale où, du coup, on va pouvoir remettre quand même ce qui revient à César, c'est je t'ai envoyé un message à toi, et je te remercierai toujours. Parce que finalement, pour moi, tu m'as sauvé la vie ce soir-là. Hmm. Et ça a été un moment de profonde déconstruction, mais en même temps, enfin, t'as été bienveillante, et c'est là où je pense que c'est un message important, c'est que si jamais il y a quelqu'un qui nous envoie ce type de message, c'est important
de l'écouter. Et c'est là où j'ai pu commencer à me dire, bah, finalement, on peut m'accepter dans la version cachée. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à reconstruire des choses. Donc déjà, qu'en parlant avec toi ou avec d'autres personnes de notre promo. Donc petit, petit clin d'œil à Céline. Et après, de fil en aiguille, bah, j'ai commencé à m'ouvrir, mais j'ai eu le besoin encore, après le diplôme, de partir sur Lyon, du coup. Parce que ce que j'avais construit avec les gens de notre promo, j'arrivais pas encore à me, à m'aligner et j'ai l'impression que j'allais créer un choc. Donc, j'ai besoin de tout déconstruire pour reconstruire ensuite et revenir petit à petit en leur disant, bah, finalement, voilà, je suis gay, j'ai rencontré quelqu'un. Mais il y a eu des chocs, il y a eu des gens qui comprenaient pas parce que j'étais tellement, je pense, euh, scindé de moi-même que j'étais pas authentique. Donc, on revient à ce que je disais au début que j'avais besoin d'être authentique et je me mentais à moi-même et du coup, je mentais aux autres. Et une fois que ça a été réaligné, ça s'est mieux passé. Et après, pour reparler de ma famille, comment ça s'est passé? Ben, finalement, je donnais plus de signes de vie depuis un mois et demi. Mes parents ont commencé à se faire du souci. Ils se demandaient ce qui se passait sur Lyon. Moi, en plus, je suis arrivé dans un milieu qui était très festif. Il y avait des choses qui étaient un peu toxiques autour de moi. J'ai commencé à avoir peur bah, par rapport à des substances qui tournent autour de moi, etc. Et je me suis rendu compte du chemin que je commençais à prendre où je me disais, bah, pour oublier, il y a des facilités qui pourraient arriver. Donc, jusqu'à un jour où j'étais en train de travailler, je me rappellerai toujours, j'étais en train de manipuler quelqu'un et là, je me suis dit, non, mais non, c'est pas possible, il faut que je dise quelque chose. Et du coup, j'ai eu ma mère au téléphone et là, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois que les nouveautés sur Facebook, t'as rencontré quelqu'un? Je lui ai dit, oui, j'ai rencontré quelqu'un. Et quand je lui ai dit ça, je pense qu'elle a déjà compris par le quelqu'un. Et elle me dit, mais du coup, tu as mis une photo, cette personne, elle est sur la photo. Je dis, oui, oui, elle est sur la photo. Mais c'est pas la fille, c'est pas une fille. Parce qu'il y avait une fille sur la photo en question. Ok. Et là, bah, la première réaction, ça a été oh putain. Oh putain, avec un silence. Et je pense que le plus important, c'est pas le oh putain, c'est le silence qu'il y a derrière, de nous deux, en fait. Et après, ça a été pour ma mère, comment je vais le dire à ton père? Voilà. Donc l'inquiétude, c'était pas d'elle en fait, c'était comment ça va être accepté déjà par l'extérieur. Et finalement, pour aller un peu plus vite, mon père, je l'ai eu le soir même, il m'a appelé et là il m'a dit oh, comment je vais le dire à mes frères, comment je vais le dire. Heureusement que le papy est plus là. Enfin, il y a eu des mots comme ça parce que finalement, il s'inquiétait plus par le regard des autres. Et c'est là où on se rend compte à quel point dans un milieu rural, c'est compliqué parce que il y a vraiment du jugement, il y a du regard, et finalement, tout le monde en a peur, même les parents, du coup, ils vont commencer à se questionner sur comment ils vont être jugés par l'homosexualité de leur fils, quoi. Donc, c'est une grosse pression, et je pense que eux, ça a été dur parce que moi, j'ai pu partir pour faire mon coming out, mais eux, ils ont dû rester dans ce milieu-là et affronter peut-être des discussions, des regards, des jugements dans les repas de famille, de la pression quand ils allaient se balader. Enfin, moi, j'ai en quelque sorte fui. Mais c'est pas une fuite pour moi, j'ai pris de l'air ailleurs. Mais eux, ils ont dû assumer ça. Et je pense que c'est important de le dire aussi, c'est qu'il y a d'autres coming out, mais il y a aussi le coming out de la famille après. Et dans un milieu rural, c'est pas évident, je pense. Et quand tu dis les réflexions qu'ils ont dû avoir, est-ce que Ouais. t'ont fait part de réflexions vraiment réelles qu'ils ont eues ou est-ce que c'est juste de la projection? Non, ils ont eu beaucoup de silence aussi. Donc, ils sentaient plutôt de la gêne, je pense. De ce que j'ai su, enfin, moi, j'entendais aussi, hein, parce qu'il y a eu un moment où mes parents savaient, pour moi, je rentrais, par exemple, ce fameux repas de Noël où je ne savais pas qui savait autour du repas. Mes parents m'avaient pas dit qui c'est qui savait. Et là, c'était je pense, le repas le plus long de toute ma vie. Mais au final, j'ai su que enfin, j'avais un oncle qui était un petit peu qui m'a défendu. Donc j'ai eu des échos de ça, comme quoi j'ai eu un de mes oncles qui a dit lors d'une discussion, je crois, dans le bar de ma tante, mais laissez-le vivre en fait sa vie tranquille. Qu'est-ce que vous avez à dire? Enfin, je sais qu'il y a eu des frictions et je pense que mes parents, par protection, ils n'ont pas voulu aussi tout me dire. Mais il y a eu des petits rires, j'imagine, ou
comme, ah bah dis donc, si ça arrivait chez moi, ou des choses comme ça, je Hmm. pense. Ok. Ouais. Et est-ce qu'à un moment, tes parents se sont inquiétés? Enfin, au début, du coup, la réaction, c'est oh putain, plus le silence. Et à quel moment ils se sont inquiétés de ton état et de comment toi tu sentais les choses et de comment toi tu le vivais? Oh, waouh, je sais pas s'il y a eu. Non, je pense que le jour même, déjà, mon père avait plus des craintes. Lui, ça a été direct. C'était sur le fait que je puisse être contaminé par le sida. Ça a été direct, ça. Mhm. En fait, il y a eu des craintes comme ça, direct. Je pense que c'est des vieilles peurs qui sont dues aussi à leur génération, de ce qu'ils ont connu auparavant dans l'actualité. Mais en tout cas, de mon état de santé mentale, alors, peut-être qu'ils l'ont eu, mais je ne l'ai pas ressenti en tout cas. Je n'ai pas ressenti à ce moment-là une inquiétude pour ça. Pour eux, dans leur priorité, c'était plus l'inquiétude. Euh, comment la famille allait l'accepter. Ça avait l'air d'être le plus impactant. Je pense qu'après, je dégageais aussi une image comme quoi sur les photos, on me voyait, je profitais, j'étais en soirée, je Hmm. rigolais. Et peut-être que c'était aussi une manière de dire, bah, j'avais plus envie qu'on me foute la paix qu'autre chose. Mais il y a pas eu d'inquiétude en tant que telle. Ma mère a plus eu peur du silence que j'ai eu un mois et demi avant, mais une fois qu'elle a su qu'il y a eu l'annonce, j'ai pas tellement senti d'inquiétude en tant que telle Ok, trop bien. là-dessus. Et tout à l'heure, tu faisais part que du coup, quand toi tu as accepté la chose, tu es parti à Lyon. Bon, aussi ton amoureux était à Lyon, donc Ouais, concrètement, oui, ça a dû un aussi. peu jouer. Mais tu Oui, disais aussi que tu n'étais peut-être pas tout à fait au clair avec tes amis de l'époque et ton cercle social de l'époque. ouais. Là, actuellement, à combien tu kiffes tes relations amicales et ton cercle social? Sur le cercle d'amis que j'ai depuis, parce que moi j'ai toujours construit des amitiés assez solides vu que je suis aussi fils unique, donc j'ai eu besoin toujours d'avoir des amitiés importantes dans ma vie. Là maintenant pour le coup je suis content, je suis bien à 4-5 sur 5, mais Mm. 4 parce que je suis aussi loin. Donc c'est pour ça qu'en ce moment là je suis dans une période où j'ai plutôt envie de partir de Lyon et de construire autre chose. Ok, trop Voilà. bien. Et dernière question à ce niveau-là, au niveau de ta carrière, à combien tu Oui, kiffes? ma carrière. Hmm. Je vais mettre 3. Ok, pourquoi? Je vais mettre 3. Je vais mettre 3 parce que j'aime beaucoup mon métier. J'aime beaucoup le métier de kiné. J'aime juste moins la tournure qu'il est en train de prendre. Alors, je vais dire en France, mais je sais pas comment ça tourne aussi ailleurs. Euh, Parce que là, je me sens des fois souvent pressé dans mes soins, malgré le fait que j'aime maintenant ce que je fais. Parce que j'ai eu une petite période au début où en kiné, on est assez généraliste, on cherche un petit peu son chemin, qu'est-ce qu'on aime. Maintenant, là, j'ai trouvé ce que j'apprécie. Mais maintenant, la manière, la pratique qu'on nous propose de faire, je suis moins OK. Donc, je ne sais pas dans quel sens ça va aller. Donc, peut-être que ça va s'améliorer, mais je suis assez inquiet quand même sur l'avenir de la santé en France. Voilà, je dirais 3. Et puis aussi peut-être parce que j'ai ce côté multipotentiel, je m'en suis rendu compte. Enfin, c'est quelqu'un qui m'en a parlé avec une conférence TEDx. Et je me suis assez identifié là-dessus. Et depuis allez, 10-15 ans, je cherchais une vocation. Mais je me rends compte finalement, j'ai pas forcément une vocation, j'ai des centres d'intérêt qui peuvent des fois un peu changer et j'aime découvrir et je suis curieux de plein de choses. Donc, je trouve juste qu'on n'a pas toujours aussi la société qui est adaptée à ça parce que si on veut avoir un confort financier, si on veut avoir euh, un confort social, eh ben, il faut aussi qu'on s'ancre sur une activité, des fois, parfois. Mais j'ai à cœur aussi de développer d'autres choses. Donc, c'est pour ça que j'ai passé un CAP avec le CPF l'an dernier, donc, qui m'a permis de découvrir un peu la coiffure parce que du coup, ça, c'était quelque chose aussi qui me restait un peu dans le coin de ma tête. Et là, ça m'a donné vraiment un énorme plaisir parce que j'ai pu faire des liens entre les activités. On dirait pas que coiffeur et kiné, il y a des choses qui pourraient se rapprocher, mais j'ai appris des relations humaines parce que un client, c'est pas pareil qu'un patient. Du coup, j'ai pu mieux dissocier les choses. Ça m'a aussi ouvert l'œil sur plein de couleurs. Mais c'est marrant, mais avant, pour moi, tous les verts ressemblaient aux verts, tous les bleus au bleu. Et du coup, maintenant, ben, ça me permet, par exemple, je commence à tester l'aquarelle. Enfin, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de me développer sur plusieurs arcs. Et c'est comme ça que finalement, maintenant, j'apprécie encore plus la kiné en y revenant. Donc, c'est pour ça que je dirais 3 et je suis plutôt en quête d'équilibre entre mon activité de kiné que j'aime, mais j'ai besoin de l'équilibrer, de la contrebalancer avec d'autres choses. Et là, pour l'instant, je suis en construction. Donc, ça va venir, mais.
J'ai Hmm. besoin un petit peu. Et je crois pas que tu en as encore parlé, mais tu as aussi une passion pâtisserie de l'espace. Ah oui. Euh, et comment tu... Est-ce que tu as une vision peut-être à 4-5 ans de comment tu imagines ta carrière, ta vie pro en fait? Ouais. Ben, en fait, ce que j'aime beaucoup dans la kiné, c'est aussi la communication, les relations humaines, finalement Hmm. le partage, le dialogue, et parce que je me suis formé beaucoup là-dessus. Et d'un autre côté, la pâtisserie, c'est quelque chose qui m'a toujours plu depuis tout petit parce que il faut une certaine rigueur et puis c'est modifier les choses avec ses mains, avec les mélanges. Il y a un côté un peu chimiste et en même temps, il y a le côté artistique que j'ai pu retrouver aussi dans la coiffure où tu rends des desserts beaux. Et pour moi, la pâtisserie, c'est un petit peu le carrefour entre plein de choses, parce que si un jour je viens à ouvrir un petit coffee shop à moi, et ben en fait, je pourrais très bien fonder un concept où tu peux créer des sortes de petits blabla autour d'un petit gâteau, ou alors des conférences LGBT ou peu importe. Enfin, j'ai des choses comme ça qui commencent à mûrir dans ma tête, et c'est juste que je leur laisse le temps de venir. Mais j'ai des idées comme ça, j'ai un petit calepin où je note. C'est marrant, il y a des moments où je suis dans je prends des temps pour moi, j'ai des idées comme ça qui viennent plus facilement. Donc je pense que c'est important de prendre du temps des fois et puis de laisser le cerveau un peu tourner facilement. Mais oui, j'imagine un petit peu faire un carrefour entre les différentes passions que j'ai aimées dans toutes les facettes que j'ai parcourues ces dernières années. Donc c'est pas encore très net, mais à un moment j'aimerais mélanger tout ça, mixer. Trop, trop Mm. bien. Qu'est-ce que tu sais que tu dois faire pour kiffer ta vie et que tu ne fais pas actuellement? Mm. Tu dois nécessiter. Je dirais euh, mieux m'organiser, enclaver du temps. Parce qu'on croit toujours qu'on a le temps, j'aurai le temps de faire ça ce soir, prendre du temps pour moi. Là, j'ai besoin, je pense, il faut que me fasse un petit planning et que je réserve du temps pour moi et du temps pour autre chose. Parce qu'en ayant ces différentes facettes-là, bah, c'est très chronophage. Et des fois, on se retrouve à être très optimiste, à mettre plein de choses dedans, et finalement, on peut s'épuiser aussi. Donc c'est ce qui m'est arrivé l'an dernier un petit peu en passant le CAP, parce que j'ai aussi passé un concours de couleurs. Enfin voilà, j'ai voulu me challenger, mais je pense que j'ai besoin de bien m'organiser pour pouvoir accepter cette plurifacette en fait. Hmm. Ça me Voilà. fait super écho. J'ai vécu ça il y a 2 semaines. Genre, tu sais, je sentais que j'étais dans un niveau de fatigue assez élevé, mais j'arrivais pas trop à mettre le doigt dessus. Et je me suis fait coacher. Et à un moment, mon coach, il m'a juste dit. Enfin, il a juste fait accepter le fait que j'étais épuisée et qu'il fallait que je prenne du temps pour moi. Et donc, je me suis vraiment mis des blocs de rien foutre dans mon agenda. C'est ce qui est la seule manière que j'arrive. Enfin, c'est la seule manière que j'ai trouvée pour réussir à rien foutre, du coup. Mais du coup, ça rejoint ce que tu disais sur le côté s'imposer, la pause en premier. Et qu'est-ce que tu ferais pour encore plus kiffer ta vie si t'avais pas peur du regard des autres, de la critique et de ne plus être aimé? Oh, les trois. Mhm. Euh, alors j'ai plusieurs idées qui viennent. Je Vas-y. peux, ouais. Parce que j'ai aussi une facette où je dansais beaucoup. J'ai eu un moment où je dansais beaucoup. Euh, et, et je pense que j'aurais un petit côté me stimuler, me challenger. Ouais, c'est compliqué comme question, hein. Il y a plein d'idées qui viennent. Euh, je sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient en tête, mais oui, le côté artistique, je le pousserai encore plus loin. Mhm. J'aimerais, parce que voilà, j'ai fait du théâtre plus jeune, j'ai fait de la danse. Oui, j'ai fait beaucoup de choses, je suis un peu touche à tout, mais je sais pas, il y a un côté comme ça très vibrant sur scène où tu te libères du poids aussi un peu du quotidien. Et je pense que j'aimerais faire un spectacle où je mixe tout ça. Et justement, dans la danse, de temps en temps, au début, je me suis beaucoup attiré sur des danses très clichés, très bonhomme, parce que je me dis, ok, ben, tu vas être danseur, mais quand même, voilà, c'était encore ce jugement sur la sexualité, sur le genre et trop de choses qui se mélangeaient. Et là, maintenant, peut-être apprendre de la danse, peut-être même en talons, ça serait quelque chose qui me ferait vraiment kiffer parce que je dirais, bah ouais, je peux être Laurie, kiné, donc un soignant, mais en même temps, je peux danser sur des talons ou faire de la pâtisserie ou être coiffeur, ça change rien en fait. Mhm. Je suis qui je suis parce que il y a eu un moment en tant que kiné, c'est ça qui me faisait souffrir, c'est que ça m'enclavait. Si je suis kiné, je peux pas faire ça.
Et il y a eu un truc tout bête, j'ai eu aussi un gros déclic, c'est qu'à un moment, je voulais me décolorer les cheveux. Et en fait, je le faisais pas juste à cause de mon métier. Et je me Ok. suis dit, mais en quoi ça change d'avoir des cheveux blonds décolorés sur le soin que tu vas faire chez les autres? Mais là, j'avais peur du jugement. Donc, je pense que si j'avais pas de critique, rien du tout, je me ferais vibrer dans un spectacle où j'apprendrais la danse en talons et voir un homme en talons danser. Encore en France, c'est encore jugé, mais j'irais sur ce genre de choses. Hmm. Alors, du coup, je te pose la seule question qu'on a eue sur les stories Instagram, parce que du Oui, coup, elle est complètement en lien avec ce que tu viens de dire. C'est ouais. Audrey qui te demande comment tu as réussi à concilier ton métier de soignant et ton activité de danseur au niveau exposition sur les réseaux vis-à-vis de tes patients en particulier. Je pense qu'elle précise en particulier parce que bah, aussi ta famille, tes potes, enfin tout le monde, quoi, Mm. finalement. Ouais. J'ai eu de la chance, je pense déjà, d'être dans une grande ville. Parce que être soignant dans un milieu rural ou être soignant dans une grande ville, on n'a pas du tout la même image dans la société. Et je pense que justement, si je ne vivais pas en ville, si j'avais été plus dans mon coin de base, concilier les deux, c'est hyper complexe parce que en fait, tu vas en milieu rural, on a encore l'étiquette du soignant. Si on te croise en supermarché, tu es le kiné du village. Et du coup, Mhm. le kiné du village, on le met dans dans cette catégorie. Et du coup, s'il devient danseur, ça paraît bizarre, ça perturbe les gens. Et s'il est coiffeur en même temps. Donc, comment j'ai réussi à gérer, je pense, c'est parce que j'ai eu comme on dit, il y a un nom, je le cherche, je suis le bout de la langue. Mais en gros, j'ai eu je vais y arriver, cette, cette discrétion. J'ai eu la Mhm. discrétion de la ville qui m'a aidé, je pense. Et j'ai jamais Mhm. eu de situation où je me suis retrouvé où des patients m'avaient vu sur les réseaux ou quoi que ce soit. J'ai eu la chance de jamais connaître ça. Ou alors on me Ok. l'a jamais dit. Ou on est jamais, on n'a jamais osé me le dire. Et je pense que c'est pas plus mal parce que moi aussi en tant que soignant, on m'a toujours dit, enfin mes collègues, ils me font la remarque. C'est marrant, Laurie, tu tutoies pas souvent les gens. Alors, je suis pas du tout distant, mais j'ai appris à avoir je pense, une relation thérapeutique qui fait que je suis leur soignant, mais du coup, je ne mélange pas ma vie personnelle dans mon soin. Et Mhm. je mets vraiment une distance thérapeutique là-dedans. Et j'ai actuellement, en 8 ans, je me suis jamais fait des amis dans mon rôle de soignant. Et ça, pour le coup, au début, je trouvais ça bizarre. Je me dis, mais peut-être que j'entendais des amis avoir l'effet inverse. Mais moi, pour le coup, j'en suis plutôt content parce que je m'en suis toujours protégé et j'ai jamais fait le pont entre mon soin et ma vie personnelle. J'ai toujours fait une dissociation entre les deux. Et ça, peut-être que ma sexualité m'a aidé aussi parce que quand tu te retrouves dans des situations où les gens tentent des fois, quand ça fait 20 soins que tu leur fais, 30 séances, et ils vont essayer d'avoir des petites infos. Et moi, j'avais toujours cet art et cette manière de parler avec des on plutôt que des ils ou des choses comme ça d'usurper comme ça au niveau de la parole. Donc, je pense ce qui m'a protégé aussi, c'est que au cabinet, je suis kiné. Je suis le loriquiné, mais même moi, je me reconnais pas par rapport à mon comportement en dehors. Mais je suis très à l'aise avec ça et ça me protège de beaucoup de choses. Mhm. C'est marrant que tu soulignes ça parce que tu vois, au tout début de l'interview, tu me faisais part que l'authenticité c'était hyper important pour toi. Et là, tu me Oui. fais part que du coup, quand même, au niveau pro, tu te reconnais pas. Mm. À quel point tu es à l'aise avec cette situation tu vois, de dissonance, peut-être pas de dissonance cognitive, mais en tout cas Ouais. de scission entre ton toi pro et ton toi perso. À quel point tu es à l'aise Ouais. avec ça? Je suis à l'aise parce qu'il me protège, mais par contre, mon moi pro, c'est moi quand même. Je suis pas quelqu'un d'autre, mais Mhm. c'est qu'une partie du spectre. Et pour le coup, c'est cette partie de moi qui aime être thérapeute, être curateur. Écouter les gens. Donc, je me nourris d'un pourcentage, effectivement, de moi. Mais par contre, je vais pas commencer à amener des avis personnels sur des choses ou des avis politiques. Je peux avoir des envies, si des avis peut-être généraux sur des endroits de voyage ou des choses comme ça, mais je reste très superficiel sur les sujets. Et encore, il y a des sujets profonds, mais j'ai du mal peut-être à dire la différence, mais je suis très à l'aise avec ça et j'ai besoin de ça finalement. Je me Mhm. sens authentique en tant que professionnel, mais je me sens authentique aussi en tant que vie personnelle. Et peut-être que la seule chose qui me paraît suspect, c'est que je pense qu'on demandera à mes patients de me définir. Ils me diraient que je suis quelqu'un de très calme, très bienveillant, qui a l'air, je pense qu'il qui arrive à prendre du recul sur beaucoup de choses. Alors que dans ma vie personnelle,
vu que je laisse plus mes doutes, je les laisse plus sortir, mes angoisses, mes craintes, je pense qu'on me dirait plus comme quelqu'un, parfois, des fois, où j'ai été très sensible. Et maintenant, j'ai réussi à canaliser les deux, mais c'est peut-être juste la seule façade qu'il faut que j'essaye peut-être encore un peu d'équilibrer. Et maintenant, je m'y autorise un peu plus en tant que soignant, des fois, de dire, bah écoutez, dans cette situation, je sais pas, ça m'inquiète un peu, donc je vais peut-être vous réorienter. Et peut- là, cette authenticité-là, elle me fait du bien ces derniers mois, en tout cas, en tant que soignant. Hmm. Trop bien. Savoir dire qu'on sait pas, Ouais, c'est c'est ça. une belle qualité. Ouais. Hmm. Qu'est-ce que tu ferais pour encore plus kiffer si t'étais sûr de pas échouer? Genre, toi, tu fais un projet et t'es sûr à 100% que ça va fonctionner, quoi. Qu'est-ce que je ferais? Donc, ça serait un exemple. Ouais, Hmm, qu'est-ce que tu ferais comme action, comme projet, comme... peu importe. hmm. Euh, Là, j'ai envie, j'ai plusieurs choses. Bah, je pense que l'idée de faire un spectacle et de faire une tournée, je sais pas, d'être danseur pour aussi une superstar, ça a toujours été un rêve d'enfant. Mais et de vraiment profiter là du spectacle. Et par contre, je vais revenir sur mon projet de coffee shop là qui tourne parce qu'en ce moment, je trouve que dans la conjecture sociale, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui se tissent et bah, c'est compliqué d'avoir un prêt. Il y a plein de choses comme ça. Mais si attends, ça, il y a Siri qui lance. Voilà. Mais si jamais je pourrais le faire, ouvrir mon coffee shop et avoir une maison à moi en campagne avec un chien et pouvoir courir sur des endroits de nature. Je ferais des choses comme ça. Hmm. Trop bien. Est-ce que tu as une routine ou un système particulier pour kiffer au quotidien? Des petites habitudes, des choses que tu mets en place? Ouais, déjà, je fais de la cohérence cardiaque tous les jours. Maintenant, ça, c'est un besoin et je me rends compte, même sur ma montre connectée, que ça joue si je regarde sur un mois. Est-ce que tu peux Donc, ça, expliquer j'ai. rapidement aux gens ce que c'est, parce que peut-être qu'ils connaissent pas? Ouais, donc la cohérence cardiaque, en fait, c'est une manière de respirer sur un nombre de secondes particulier. En général, c'est 5-6 secondes, ça dépend des références, mais plutôt 6 secondes, où j'inspire sur 6 secondes, j'expire sur 6 secondes en régularité, en fluidité. Et quand on maintient ça sur plusieurs minutes, eh ben, le cœur, il devient cohérent avec la respiration, c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Mais surtout, l'avantage, c'est que ça équilibre le système du stress, où ça va plutôt nous speeder, le système de la fuite, et du système qui est plutôt du repos, où typiquement c'est la digestion post-repas, où on a envie de s'endormir. Donc c'est quelque chose qui est très équilibrant et qui permet, quand on est trop dans le bas, bah, de nous remettre à l'équilibre, ou quand on est trop dans le haut, de revenir aussi à l'équilibre. Et ça, pour le coup, avec des gens qui sont souffrants face à moi, je trouve que c'est hyper important. Parce qu'il y a des moments, même si j'essaye de rester dans l'empathie, par sympathie, des fois, on se fait un petit peu par transfert contaminé par des choses et on peut monter avec eux et ça permet d'avoir une sorte de recul sur son quotidien. Enfin, moi, en tout cas, ce genre de choses, ça me fait du bien. Donc, la cohérence cardiaque. Sinon, bah, le soir, du coup, j'ai de la lecture. Ça, c'est obligatoire maintenant. Déjà, j'ai le dodo qui arrive vite. Bon, j'ai mes livres qui avancent très lentement aussi, parce que je me rappelle pas de la moitié du livre, mais c'est pas grave. J'utilise vraiment des livres où je vais pas forcément caler mon mental à retenir des choses, mais quelque chose qui va un peu m'évader ailleurs. Parce que je pense que le moment d'avant dormir, c'est pas le moment où on peut apprendre. En tout cas, pour moi, c'est pas le moment où il faut que j'apprenne, parce que sinon, je continue à apprendre toute la nuit. Donc des moments d'évasion juste avant le dodo, sans téléphone. Et sinon, profiter. Là, j'ai un truc qui vient en tête, mais moi, ce qui est important aussi, c'est les animaux. Et j'ai un gros Maine Coon à la maison. Et le moment où je reviens du travail, c'est un moment que j'appelle ça sas. Mais je pense que tout le monde peut trouver son sas. Mais c'est le moment où tu arrives et tu fais, OK, tu as eu ta vie pro, mais maintenant, tu peux ouvrir un autre monde et tu as ton temps à toi le soir, ta vie perso qui s'ouvre, où tu peux peut-être mettre un peu plus de côté ton, euh, ton quotidien et les tracas du quotidien. Et à un moment où je caresse mon chat et qu'elle ronronne, moi, c'est assez fatidique, ça me fait switcher direct. Ok. Ça va peut-être un petit peu se superposer du coup à la question Oui. précédente, mais selon toi, quelles sont les choses essentielles pour kiffer sa vie? Euh, je pense que c'est euh, les choses essentielles. Moi, c'est le lien, les liens sociaux, mais les liens sociaux avec de qualité.
je dirais. Mhm. Jusqu'à plus jeune, j'ai l'impression que c'est plutôt la quantité. Quand on est encore en construction dans les études, il y a ce moment de rencontre. Et maintenant, moi, c'est les liens sociaux de qualité. Parce que je trouve que ça dicte les événements, ça dicte si on fait des vacances ensemble, ça dicte les réflexions. On peut beaucoup s'inspirer des gens qu'il y a autour de soi. Donc, les liens sociaux. D'ailleurs, je crois qu'il y a une étude qui dit, j'avais lu comme quoi les personnes les plus importantes autour de nous, ça se compte sur les deux doigts d'une main. Et je ne sais plus, j'ai plus la référence exacte, mais comme quoi les gens qui nous inspirent le plus et qui influent sur nous, il y en a cinq autour de nous, je crois, quelque chose comme ça. Mais là, je ne sais plus du tout si les valeurs sont justes. Euh, et en deuxième, je mettrais une activité sportive qui permet de se défouler. Quand on a surtout une fatigue physique, une fatigue mentale, pardon, le meilleur moyen de l'évader pour moi, c'est d'avoir un défouloir. Mais quelque chose qui nous plaît vraiment et qui nous motive d'y aller parce que sur le long terme, c'est ce qui tient le mieux. Euh, je dirais aussi la famille, avoir des liens familiaux de qualité, s'occuper de ses aînés, ses grands-parents. Et ça, c'est quelque chose que je cherche absolument d'améliorer en ce moment parce qu'en m'éloignant géographiquement, ben, je sens que je suis moins présent pour mes grands-parents. Et ça, pour le coup, je sais que ça me fait un peu culpabiliser, mais je pense que c'est très important, ce qu'ils nous apprennent aussi beaucoup. Ça revient un peu sur ces bases-là. Avoir une hygiène de vie de qualité pour se permettre des excès, des moments où on réfléchit à rien et on peut y aller pendant les vacances ou même dans d'autres situations. Voilà, donc Mhm. avoir ces deux parts-là. Je dirais ça. Ok, trop bien. Mm. Quelle est la croyance qui t'a rendu service par le passé, mais qui aujourd'hui t'empêche de kiffer encore plus ta vie actuelle? Euh, l'acharnement. Je dirais l'acharnement. Parce que c'est parce que je me suis acharné que j'ai eu la première année de médecine et j'ai réussi à m'assumer en tant que tel. Mais dans le côté acharnement, ce que je veux dire, c'est il y a aussi, il peut y avoir un côté épuisement. Il n'y a pas d'équilibre en fait. C'est non-stop. Donc c'est revenir à un peu plus d'équilibre, c'est mettre de la dose, mais enfin, c'est arriver à doser l'énergie qu'on met et qu'on impose dans chaque chose. Voilà. Hmm. Ok. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait recommencer à kiffer ou kiffer encore plus sa vie actuelle? Ça peut être sur tu vois, le sujet business, vie pro, sexualité, peu importe. Mm. Euh, apprendre à communiquer peut-être déjà avec soi et se faire vraiment un dialogue, se dire qu'est-ce que j'ai besoin. Euh, et puis si les besoins sont pas encore là, se dire quelle émotion j'ai actuellement. Arriver peut-être à identifier, bah, en ce moment j'ai peur, je suis triste, je suis en colère. Et j'ai l'impression que quand on a identifié déjà cette base-là, ça va plus nous réussir à nous amener à la voie vers le besoin. Et une fois qu'on a le besoin, et ben on va peut-être pouvoir un peu plus prendre du recul et se centrer aussi sur soi, pas toujours penser que c'est à cause de l'extérieur que ça va pas. Ça va plus se recentrer sur soi-même. Je pense que c'est prendre, ressentir ces émotions déjà de base et qui vont nous dicter un peu le chemin. Trop bien. Est-ce que tu aurais d'autres conseils? Euh, et puis le mental pour moi, et je le vois avec la douleur chez les patients, c'est un peu comme une alarme. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, on va un peu se magnétiser, se focaliser dessus. Et je pense qu'il faut avoir conscience de ça. C'est qu'effectivement, quand on n'est pas bien, eh ben, pour le cerveau, c'est une situation on va vraiment ressasser que la chose qui va pas bien. Donc si on est OK avec ça, on peut se dire, bah, finalement, j'ai ça qui va pas bien. Qu'est-ce qui, avant, peut-être, dans mon antécédent, me faisait du bien? Et juste refaire un pas en arrière et se dire, bah, c'est peut-être même une chose, mais vraiment, je dirais même un petit truc comme ça qui vient en tête. Et dès qu'on commence à avoir le premier centime de bonheur qui pourrait peut-être arriver sur ce truc-là, bah, on essaye de le faire, puis on voit ce que ça donne. De toute façon, on ne perd rien de le faire. Moi, quand j'ai eu ces zones d'ombre-là, comme ça m'a toujours aidé. Et surtout aussi, sortir de chez soi. Vraiment, plus je suis chez moi, moi, quand ça va pas, moins bien ça va. Donc, j'irai prendre l'air, faire n'importe quoi sans se mettre un objectif particulier, mais juste de rencontrer même la boulangère en bas, lui dire bonjour, des fois ça permet d'envoyer un sourire
et de se dire ça va mieux. Hmm. Merci pour ces conseils. Euh, Est-ce que tu aurais une ressource, que ce soit un film, un livre, un podcast, ce que tu veux, qui t'a fait kiffer récemment et qui pourrait faire kiffer nos éditoristes? Voilà, si c'est en lien, tu peux en citer plusieurs si tu veux. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé le livre de Thomas Dansembourg, Cessez d'être gentil, soyez vrai. C'est Mhm. un livre en fait à la base sur la communication non violente, donc en lien aussi par rapport à mon travail, mais je trouve il est hyper impactant parce qu'il rééquilibre les choses entre je, je, je peux m'assumer, je peux être authentique tout en étant respectueux envers l'autre et écouter aussi l'autre, avoir une réelle écoute et comprendre aussi que c'est pas toujours une attaque, c'est qu'il y a un besoin aussi en face. Donc ce livre-là, moi, je l'ai beaucoup aimé. Sinon, bah, j'avais parlé avant des vertus de l'échec de Charles Pépin. Ça, pour moi, c'est un fondamental. Je l'ai déjà offert à plein de gens. Et il a souvent été dans un paquet cadeau. Qu'est-ce que je peux dire sinon? J'ai encore un livre de communication non violente, mais ça, c'est un basique qui est déjà. Ah, j'ai perdu le nom. Je peux aller le chercher? Ouais. Est-ce que c'est l'émotion Ouais. des fenêtres ou peut-être Oui, c'est des ça. murs? Ok. Oui, c'est ça. Mais lui, je le trouve juste un peu, il est un peu plus, il est moins facile à lire des fois Ouais. par quelqu'un, ça donne moins envie. Et sinon, pour quelqu'un qui n'a jamais lu de choses sur la communication non violente, il y a Sept graines de lumière dans Les Cœurs des guerriers. Et ça, en fait, c'est un roman initiatique, poétique, qui te parle des premiers grands principes, comment bien communiquer entre les gens, et ça parle d'un conflit entre deux clans par rapport à un fleuve, et qui c'est qui va avoir l'eau. Et finalement, on peut avoir une projection sur plein de situations dans la vie du quotidien, et pour remettre un peu d'amour et de baume au cœur à tout le monde autour, et puis pousser les gens sur la voie du changement et se réaxer un peu sur eux. Et ça, pour le coup, je trouve qu'il est il est assez parlant pour tout le monde. Trop bien. C'est chouette que tu proposes plusieurs niveaux. Effectivement, celui dont tu parles, je l'ai jamais lu. Mais c'est vrai que l'émotion des fenêtres, il est quand même très technique, entre guillemets. En tout cas, c'est Ouais, vraiment des mises en pratique. Enfin, c'est chiant, quoi, disons-le. ouais, Et ouais, donc, c'est cool qu'il y ait aussi la version roman et initiation comme ouais. ça. Est-ce qu'il y a un conseil ou une espèce d'illumination que tu as eu récemment et que tu aimerais partager aux gens? Hum, ouais. Alors ça c'est, je sais pas si je jette une bouteille à la mer, mais pourtant on me le répète depuis longtemps. Je crois que je l'ai entendu déjà dans nos études de kiné, je l'entendais, mais l'importance du silence. Mais là depuis 3 mois, j'ai compris ce que ça voulait dire parce que quand tu parles avec quelqu'un ou quand on te parle, si tu laisses un temps après, euh, pour moi, les mots, en fait, ils commencent à s'infuser en toi et tu réfléchis plus et tu es plus constructif quand il y a le silence qui se laisse faire. Donc, je me laisse naturellement plus de silence, même pour moi-même. Quand je réfléchis à un truc, je me dis, attends, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Et quand les gens parlent, j'essaye, même si c'est pas toujours à l'aise, mais de laisser un vrai silence. Et je trouve que du coup, les discussions, elles prennent une rapidité, d'efficacité qui est beaucoup plus directe. On est moins en train de tourner autour du pot. Voilà, et je trouve que c'est moins chronophage du coup dans certaines situations. Mhm. Et peut-être moins énergivore aussi, juste de pas être Oui, toujours dans... Tu vois, tu me parlais justement d'acharnement tout à l'heure, le fait d'arrêter un peu de s'acharner et ça va vraiment dans cette vibe de tranquille, ça va venir. Ça viendra au bon ouais, moment en fait. c'est Mhm. ça. Est-ce qu'il y a un autre enthousiaste, une personne qui t'inspire, que tu aimerais entendre sur ce podcast? Euh, ouais, Alors, j'ai plusieurs personnes dans mon entourage, mais je vais déjà te dire quelqu'un sur Lyon. Je connais une fille en fait qui est ergothérapeute et qui travaille dans enfin, j'ai perdu le nom de l'hôpital, mais c'est dans un centre en fait pour les gens qui ont des grosses pathologies psychiatriques et très lourdes. Et en fait, elle fait aussi des études de psychologie à côté. Et du coup, c'est une mine, je trouve, d'informations sur plein de choses. Et elle a accès un petit peu aussi à la reconstruction quand on est vraiment déconstruit mentalement. Et du coup, c'est assez inspirant. Donc, c'est Flora Avakian sur Lyon. Et ouais, elle, je pense qu'elle pourra apporter beaucoup de choses. Tu la connais Euh, personnellement ou pas oui, spécialement? Ouais, ok. si, si, ouais. Ouais, c'est une amie à Mm. moi et enfin que j'ai rencontré. Pour le coup, ça fait que un an et demi qu'on se connaît, mais ça a matché direct. Elle est géniale. Et c'est un milieu aussi finalement, mais
la folie, des fois, c'est des choses où on n'est pas très à l'aise en société, c'est assez tabou. Ben, on enferme les gens, justement. Le mot enfermer, je Mhm. trouve qu'il est assez. Et alors qu'en fait, elle apprend aussi beaucoup de choses d'eux et de ces situations-là. Mm. Trop bien. Ok, alors si j'essaie de résumer, pour kiffer, Oui, selon toi, les piliers essentiels, c'est les liens sociaux de qualité, que ce soit avec ses potes ou sa famille, et les anciens en particulier. Avoir un sport ou en tout cas une activité physique qui puisse te défouler quand tu as envie, et avoir une hygiène de vie enfin, on va dire une hygiène de vie de base qui te permette de pouvoir péter des petits plombs quand tu as envie. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées, Laurie? non. Non, je pense que t'as bien résumé. Se mettre en priorité sans oublier les autres. Trouver cet équilibre-là entre les deux. Ok, trop bien. Ouais. Est-ce qu'il y a un thème ou une idée que tu aurais aimé aborder pendant ce podcast et qu'on a zappé? Bah, on en a parlé un petit peu à travers, mais l'histoire de la communication, je trouve que c'est... Bon, on en a dit par rapport à ma relation, par rapport à mon travail, mais je trouve que faire attention aux mots qu'on utilise avec les gens qui sont autour de nous et oser aussi dire les jolies choses, pas toujours les reproches, Hmm. ça fait toujours du bien à tout le monde. Et je pense qu'on peut essayer de donner un peu de bien, se l'autoriser et se forcer tous les jours un petit coup de dire un truc gentil qu'on pense réellement, qui est authentique, mais à quelqu'un. Voilà. Trop bien. Laurie, où est-ce qu'on peut te retrouver si les personnes ont envie de te poser des questions ou que sais-je? Bon, sur Instagram, on peut m'écrire directement. Ouais, donc c'est Laurie, c'est tiré du bas CNT. Mhm. Et puis sinon, bah ouais, essentiellement sur Instagram, ouais, Ok. c'est Et bien comme ça. est-ce que tu as un petit mot de la fin? Le mot de la fin, euh, euh, ouais, j'irais profiter. Profitez. Trop bien. Profiter. Profiter par l'intuition. Allez. Merci Laurie. Si cet épisode pourrait faire kiffer un de tes proches, tu peux lui partager ou le partager en story Insta en me taguant @Nadège de Priester. Et Laurie, c'était un régal. Merci beaucoup. Je te dis à très vite et prends bien soin de toi. Merci, toi aussi. Et longue vie à ce podcast. Merci.